prendre soin de la forêt, ça veut dire se préoccuper évidemment de tout ce qui est à l'amont, plantation, entretien, récolte, etc. Et tout ce qui est en aval. Et je remercie d'ailleurs les entreprises qui sont là aujourd'hui aussi, parce que c'est important de pouvoir avoir le débouché nécessaire pour pouvoir faire du bois, qui est quand même une matière noble et qui fait partie aussi d'un cercle vertueux et de l'économie circulaire, à condition, encore une fois, qu'on arrive à organiser les choses. Le PETR, qui réunit les deux communautés de Coval d'Or et de Grand Figeac, qui sont en capacité de s'organiser pour porter d'autres sujets et pour agir, sont, je crois, véritablement le meilleur des échelons pour pouvoir traiter de cette question. Le PETR, le pôle d'équilibre territorial et rural, est un nouvel outil qui est mis à disposition des territoires depuis 2015. Il a pour mission principalement le développement du territoire, au travers du coup de missions spécifiques comme la charte forestière, mais aussi comme le portage des programmes européens leaders. On a signé d'ailleurs il y a quelques temps, j'ai oublié la date, mais il y a quelques temps, sur l'autre partie du territoire lotois, une charte également qui concerne évidemment tout le sud du Lot, le Grand Cahors, la Borriane, le territoire aussi de la Bastille-du-Murat, enfin l'autre partie en fait du département, ce qui fait qu'aujourd'hui on maille à travers des chartes forestières l'ensemble du territoire lotois. Au niveau d'Occitanie, et la région et l'État accompagnent les collectivités forestières sur la structuration et sur l'animation d'un réseau pour faire vivre les territoires de charte les uns avec les autres. Puisque la réflexion qui doit être menée sur votre territoire, il faut bien avoir conscience qu'il y a une réflexion similaire qui a pu être menée sur un autre territoire. Il y a cette nécessité de transfert d'expérience et également de travail en collaboration entre différents territoires. Donc la surface forestière aujourd'hui sur le territoire du PETR est d'environ 129 000 hectares. On peut estimer que c'est à peu près la moitié-moitié entre la répartition entre le Grand Figeac et Coval d'Or. Il y a 33 000 propriétaires forestiers avec une moyenne de 3 hectares. Les essences principales sont le chêne, le hêtre, le châtaignier et après les résineux qui représentent de 8 à 12% suivant les endroits. Il nous a été reproché dans les plans de massif de développer la culture des résineux. Or, il se trouve que d'une part, c'est le propriétaire qui décide de ce qu'il fait chez lui. On est simplement là pour amener des conseils de culture ou de gestion. Et lors de la dernière attribution d'aide, les dossiers présentés, il y avait 4 dossiers sur du chêne rouge et un seul dossier sur le résineux. Donc il n'y a pas forcément d'accroissement des surfaces résineuses à l'heure actuelle. Les bois bien situés ou exploitables représentent autour de 40% de notre surface boisée quand même, malgré les difficultés liées aux pentes sur certains secteurs. Hein. Les 60% de bois mal placés, c'est vrai qu'à première vue comme ça, n'ont pas d'intérêt dans l'immédiat, mais moi je pense qu'à terme, si, on sera obligé d'y aller en complément des excédents de bois d'œuvre pour du bois énergie. On sera certainement obligé d'y aller. Et de quelle façon? Mais on ne peut pas le dire aujourd'hui. Et il y a des taillis améliorables. Donc, si on arrive à les améliorer, si vous voulez, si les aides qu'on a mis en place permettent d'amortir un peu l'exploitation ou d'inciter à la régénération de ces taillis, quelque part, il y aura bien une plus-value. Les débouchés qui existent pour notre forêt, c'est vraiment des pourcentages approximatifs, mais on est sur 40% de bois d'œuvre, 40% de bois industrie et à peu près 20% de bois énergie. En termes de valeur, le bois d'œuvre a beaucoup plus de valeur que le bois industrie et le bois énergie. Par contre, pour les deux derniers, ça peut dépendre un petit peu de la fluctuation des marchés. On exploite à peu près qu'1/4 de l'accroissement annuel de la forêt. Donc, ce qui veut dire qu'elle continue à progresser
et qu'aujourd'hui elle pousse 4 fois plus vite qu'on est en mesure de la couper. C'est vrai qu'il y a une difficulté à mobiliser un petit peu la forêt dans tous ces aspects, du fait du morcellement de la propriété, du fait également de l'attachement à la terre évidemment des propriétaires qui peuvent être souvent à l'extérieur du Grand Figeac. Donc aujourd'hui il y a plusieurs options qui ont été proposées pour essayer de mobiliser ces bois, soit des aides au regroupement foncier sur le territoire du Grand Quercy. Sur notre territoire on est plutôt sur une animation via les plans de développement de massif qui est faite par le Centre régional de la propriété forestière. Alors, je travaille au Centre régional de la propriété forestière. Donc, c'est un établissement public chargé de conseiller les propriétaires forestiers privés sur la gestion de leur bois. Donc, on est établissement national, on a 450 salariés. On travaille sur des fonds d'État, puisqu'on est établissement public. Donc, il y a à peu près la moitié de notre budget qui provient des fonds d'État. Un quart qui provient de la taxe sur le foncier non bâti, la partie forestière, et le reste de conventions, de prestations. Donc en fait, tout propriétaire qui paye ses impôts, la taxe foncière, contribue à financer l'établissement, et donc on est chargé après de leur rendre un conseil gratuit pour les aider dans la gestion de leur boisement. Alors là, quand on marque un arbre, quand on fait une éclaircie, en fait, ce qu'il faut surtout regarder, c'est pourquoi on enlève cet arbre, c'est-à-dire surtout pour qui. Et là, en l'occurrence, on ne l'enlève pas parce qu'il est moche, c'est vrai qu'il est moche, c'est-à-dire qu'il est tordu, il n'a pas de valeur au niveau de bois d'œuvre, c'est-à-dire que c'est un bois qui va simplement avoir une valeur en bois de chauffage. Et ce qu'il faut regarder, c'est que derrière lui, vous avez un arbre pour le coup qui est très intéressant en termes de valeur commerciale. C'est un arbre qui va pouvoir produire du bois d'œuvre, alors de la charpente, voire même peut-être à terme de la menuiserie. Et si vous regardez en haut ce qui se passe au niveau des feuillages, ce qu'on appelle le houppier, c'est que vous allez avoir une concurrence entre ces deux arbres. L'arbre qui est pas très joli va concurrencer en haut l'arbre, notre arbre qui est très intéressant. Et donc pour lui apporter plus de lumière à notre arbre intéressant que l'on veut garder, eh bien, on va enlever cet arbre. Alors il faut savoir qu'en forêt, un propriétaire privé ne peut pas faire n'importe quoi chez lui, ne peut pas couper librement ses bois. Il existe un code forestier qui régit donc les coupes en forêt privée. Donc par exemple, dans la forêt où nous nous trouvons, le propriétaire, s'il avait voulu faire une coupe rase, c'est-à-dire prélever tous ses arbres, comme la forêt fait de plus de 1 hectare, il aurait fallu qu'il demande une autorisation donc en préfecture pour pouvoir faire cette coupe. Il faut savoir aussi que les propriétés de plus de 25 hectares doivent également faire l'objet d'un document de gestion qui les oblige à présenter un programme de coupe et travaux sur 10 à 20 ans que le CRPF vérifie. C'est-à-dire que nous, on s'assure que la gestion qui est prévue dans ces propriétés soit une gestion en bon père de famille et respectueuse de la forêt, de l'écosystème. Alors, le PDM, c'est une des actions de la charte, mais qui est déjà en place. C'est un état des lieux d'une parcelle boisée, gratuite et impartiale. On peut donner des conseils de bonne gestion. Le propriétaire, on peut l'aider à faire la mise en marché. On a passé des conventions avec les mobilisateurs locaux, ce qui fait qu'on envoie un dossier à chacun. Après, chacun se positionne dans le cas de l'achat des arbres. Et ensuite, le propriétaire, il a des conseils de gestion qu'il définit avec le technicien, et il reste maître chez lui de faire ce qu'il veut faire. Pour aller un peu plus loin dans cette démarche, sur le Haut-Ségala, on avait mis en place un régime d'aide forestière. Alors c'est des aides pour les petits propriétaires qui n'ont inférieur à 4 hectares, voire 2 hectares dans certains cas. C'est plafonné à 5 000 € par propriétaire. Et on intervient sur ce qui est déficitaire, c'est-à-dire les éclaircies, éventuellement des plantations et la gage, ce qui est déficitaire pour la bonne gestion d'une parcelle boisée. Donc là, on fait des réunions de formation
qui sont en principe bien fréquentés. À chaque fois, il y a une vingtaine ou 25 personnes, c'est bien. On en fait 2 par an. Et on a un réseau qui s'appelle le réseau européen qui a été mis en place en 1989. C'est un réseau qui est maillé 16 km par 16 km. Et à chaque point central de ce qu'on appelle des quadras, on a des placettes d'observation. Ces placettes d'observation, si vous voulez, on mesure un certain nombre de paramètres, le déficit foliaire, la mortalité, l'état global sanitaire des arbres, et ce donc depuis 1989. Donc aujourd'hui, ça fait un peu plus d'une trentaine d'années. On vient de noter la 31e année cette année. Donc on a fait un certain nombre d'observations. Alors moi j'ai envie de dire, c'est vrai qu'il y a des gens qui s'affolent, réchauffement climatique, etc. Et il faut s'en préoccuper, c'est certain. Mais il faut quand même relativiser. Parce que j'ai quand même connu dans ma carrière des sécheresses comme celle de 2003, qui s'annonçaient assez dramatiques à l'époque. Et on s'aperçoit que la nature quand même fait très bien les choses et réagit parfois très très bien. On a parfois d'agréables surprises. Il n'en demeure pas moins que, effectivement, tout à l'heure, il y avait des gens qui parlaient de 6, 7, 8 degrés. Si ça continue d'augmenter comme ça, c'est sûr, si on commence à avoir un climat saharien ici à la Batude, ça deviendra un peu plus compliqué pour les essences qui aiment beaucoup l'eau et qui préfèrent la fraîcheur. Mais pour l'instant, on n'en est pas là, mais il faut certes y faire attention et regarder un petit peu les choses un peu plus près. En gros, on s'aperçoit que le déficit foliaire, certes, il a tendance à fluctueux, vous voyez d'ailleurs, il y a des années où c'est plus ou moins élevé, etc. Mais globalement, si on regarde sur 30 ans, on s'aperçoit que le déficit foliaire, lorsque ça tape beaucoup, lorsqu'il y a vraiment des grosses chutes de feuilles, c'est-à-dire au-delà de 60%, c'est la courbe rouge que vous avez en bas. En gros, à part l'année 2003 où il y a eu un petit pic, là, vous voyez ici, et l'année 98, qui étaient des années où il y a eu des sécheresses assez importantes pendant l'été, globalement, les gros pets au niveau foliaire n'ont pas beaucoup évolué ces 25 dernières années. Alors sur le département du Lot, il y a une forêt qu'on oublie souvent, mais qui couvre pourtant la majorité du territoire. C'est la forêt qu'on appelle la forêt de Causse. Donc les chênes pubescents qui poussent sur donc, les reliefs calcaires, souvent très pauvres. Au niveau donc, des conditions de production par manque souvent d'eau. Donc il ne faut quand même pas négliger totalement ces espaces, d'une part parce que je l'ai dit, ça représente des surfaces très importantes, et d'autre part parce que ça peut présenter un intérêt au niveau de la production forestière. Alors d'une part, on peut, dans des taillis de chênes pubescents, sur les conditions de station qui sont les moins mauvaises, on peut produire du bois de chauffage qui est très recherché. Et par ailleurs, on peut aussi avoir une valorisation pastorale de nos sous-bois, donc avec un pâturage au vin qui peut s'installer en sous-bois dès lors qu'on a un petit peu éclairci cette forêt pour faire arriver donc la lumière en sous-bois. La valeur des bois n'est souvent pas très importante au regard de la durée de production. Même pour du chêne de qualité moyenne à bonne, on va avoir 10 à 20 000 euros l'hectare de revenus. Par contre, sont un peu plus intéressants. C'est pour ça que les propriétaires privés souvent préfèrent replanter du résineux, parce que vous avez des durées de production plus faibles pour des revenus qui peuvent être similaires au chêne, voire parfois un peu meilleurs. On a estimé dans le diagnostic qui a été réalisé donc pour la construction de cette charte forestière qu'il y avait à peu près 180 entreprises qui travaillaient donc, directement dans la filière forêt-bois sur le territoire. Donc on part du début de l'amont avec les entreprises de travaux forestiers et de coupe de bois.
On a une petite dizaine de scieries sur l'ensemble du territoire du PETR. Donc sur le Grand Figeac, on peut parler de la scierie Capu, Vermande, Fréjac, qui sont des structures un peu importantes. On a ensuite quelques structures qui font de la seconde transformation. Et après, dans les 180 entreprises, on compte aussi toutes les structures qui peuvent poser des menuiseries en bois, par exemple. Donc là, plutôt, voilà, pas forcément de travail du bois en direct. Et en plus de tout ce tissu économique, on a aussi quelques structures qui gèrent la partie bois énergie, avec notamment le CIDED qui va mettre en place de gros réseaux de chaleur sur le territoire, comme le futur réseau de Figeac, et des plus petits opérateurs comme la Cibel. Alors la Cibel est une société coopérative d'intérêt collectif qui est en fait le regroupement d'intérêts de structures coopératives privées, coopératives agricoles, coopératives forestières, d'usagers publics ou privés, donc des maisons de retraite, les collèges du département, des collectifs de logement et d'opérateurs parapublics tels que le département du Lot, le Quercy Énergie, le CIDED. On n'est pas au bon taux d'oxygène et donc il va adapter sa combustion de façon à pouvoir rattraper le coup, puisque là on est peut-être pas sur une phase à 95% de rendement, mais on est peut-être légèrement inférieur. Donc il faut, lui, en fonction de sa mesure d'oxygène, il va le petit processeur là qui est dedans, il va adapter la combustion en permanence. Ce collectif, il vise à valoriser le bois au départ du Ségala-Lautois, puisque l'idée est née de la coopérative Ferme de Figeac. Actuellement, on a 5 chaufferies en fonctionnement qui représentent l'équivalent de la consommation de 500 tonnes de bois. Une première grappe de projet qui s'est constituée sur le nord du département. Et très rapidement, on va doubler nos capacités, puisqu'on a signé un accord avec l'hôpital de Montfaucon, qui est un site médical très important en plein cœur du département. Et puis qu'on commence à réfléchir avec la charte forestière du Grand Quercy, qui est le pendant de la charte forestière de Figeac-Coval d'Or, pour développer notre projet sur le sud du département. Ce réseau de chaleur bois, on en parle depuis longtemps, déjà depuis les années 2010. C'est le CIDED du Lot qui le porte, qui est totalement autonome dans la décision, dans la recherche des financements. Et donc on a bien vu, après un diagnostic sur le département, qu'il fallait se mettre dans la transition énergétique. Le bois, effectivement, provient de différents secteurs. Les résidus de bois des forestiers, qui n'étaient pas très valorisés actuellement, de tout ce qui est produit d'élagage dans tout le département, donc élagage sur le bord des routes entre autres, et puis tout ce qui était jeté en décharge, qui était du bois issu des compostages. Là, cette année, on a réutilisé plus de 5000 tonnes sous cette forme-là. Et le bois des palettes, qui ne sont pas traités et qui sont réutilisés comme bois combustible. Comme c'est un des principaux réseaux de chaleur, ce sera certainement le plus important du Lot et un des plus importants de Midi-Pyrénées, le coût approximatif est de l'ordre de 5 millions d'euros, avec un financement par la région sur les fonds justement d'énergie renouvelable et qui proviennent aussi de l'Europe par des financements croisés. Donc il a fallu monter le dossier. Il a mis du temps parce que beaucoup étaient sur les rangs et donc maintenant c'est à notre tour de réaliser ce projet. Alors ce réseau de chaleur partira de la ville haute depuis Panafé, drainera des habitants sur le parcours qui pourront effectivement se brancher, en particulier des équipements collectifs, le collège Marcel Masbou, le gymnase, les HLM de Lot Habitat,
à Montviguier, l'espace Mitterrand, où d'ailleurs il y aura une station relais compte tenu des pentes, le lycée Jeanne d'Arc, la cité administrative, l'hôpital de Figeac, le lycée Champollion, et par des ramifications diverses, les différentes écoles de Figeac, jusqu'au centre social Place Vival. Ce réseau pourra aller jusqu'à Pôle emploi, sur la route de Cahors, donc la cité universitaire, etc. Une autre ramification pourra se réaliser pour aller jusqu'à la caserne des pompiers et pourra drainer aussi les HLM de Bataillé. Sur le plan environnemental, c'est un équipement propre, équipé de microfiltres pour les fines particules. Ce que n'avaient pas les premières chaudières bois, qui d'ailleurs sont en train de s'équiper de ce type d'équipement. Il est évident que sur un projet comme celui-là, nous avons déjà fait une réunion publique avec les riverains. Parce qu'ils ont été inquiets. Bien sûr, ils ont vu le projet, une cheminée d'une dizaine ou douzaine de mètres. Il y a des riverains qui ont des pavillons autour, d'où on va masquer tout cela le plus possible. C'est pour ça qu'il est derrière un bois, qui sera même encore planté de plus de bois, pour pas cacher, mais en fait pour qu'il n'y ait pas de nuisance esthétique. Et une voie parallèle à côté du stade de Panafé sera faite, autonome, pour approvisionner la chaudière. Le territoire en fait, du PETR, via notamment les collectivités comme les deux communautés de communes, en fait, est doté d'ici peu de deux notamment plans climat, air, énergie et territoire qui prévoient vraiment d'utiliser le bois notamment justement pour ce côté production de chaleur. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, à part sur de très grosses structures qui peuvent faire de l'électricité à partir du combustible bois, aujourd'hui elles semblent un peu disproportionnées par rapport à nos besoins et à notre territoire, même si on n'est pas justement à l'abri entre guillemets du progrès qui pourrait nous amener des solutions technologiques demain pour ce type de solution. Pour nous, il n'y a pas que le bois de la forêt, donc de gros œuvres, mais aussi il y a le bois qui peut servir à l'agriculture. Donc c'est pour cela que nous avons différents projets de haies à la fois agroforestières et de haies fourragères. Le pourquoi des haies chez nous, c'est par rapport au changement climatique aussi d'abord, parce que d'abord ici on est dans un territoire où les sécheresses sont quand même assez récurrentes, et le vent étant assez fréquent aussi, on s'est dit que des haies pourraient à la fois bloquer en partie le vent, à la longue pourrait servir de réservoir d'eau pour les cultures avoisinantes, pourrait servir de réserve de fourrage l'été, fourrage complémentaire évidemment, mais quand même certains fourrages pourraient être donc tirés de la haie, et aussi, bien sûr, à la longue, ça pourra aussi faire une réserve de bois d'œuvre, de bois de chauffage, de plaquettes, de tout un tas de dérivés du bois. Nous avons été accompagnés par Jocelyne Dubois, la Chambre d'agriculture, pour la plantation que nous voyons ici. Un peu plus tard, donc en mars 2020, nous avons été accompagnés aussi par l'association Arbres et Paysages 46 avec Vincent Kellard. Depuis 4 ans, on a dû planter, on est en train de planter environ 2,5 km de plantation de haies, voire un peu plus. Là, on a mis tous les 10 mètres, on a mis un arbre de Auger, style chêne, châtaignier, et après on intercale des buissonnants, des arbres buissonnants, et après encore entre d'autres types d'arbres pour qu'il y ait une répartition à peu près égale sur toute la longueur de la ligne. Et nous commençons à remplir des espaces avec des arbres que les vaches pourraient consommer, style muret blanc. Le muret blanc a été choisi parce que c'est une plante qui, une fois qu'elle est coupée, repousse assez vite et visiblement a des valeurs relativement bonnes pour des vaches laitières, même en lactation. Alors il y a une quinzaine d'essences, donc il y a des chênes classiques, du sorbier, du cornouiller, du troène, des poiriers sauvages, des pommiers. Alors ce compost est un mélange de déchets verts et de bois fragmentés, enfin de bois, qui viennent donc de Figeac, des châteries. Il est destiné donc à la plantation future de la haie de cette année là. Il servira de paillage.
Et puis une partie servira sûrement à mélanger au fumier pour faire de l'épandage dans les champs, pour apporter un peu plus de carbone dans nos prairies. Oui, enfin, ça part quand même de ce constat très simple qu'on n'est pas autonome en paille. On n'était pas autonome en paille. Chaque année, il fallait que, tous les 2 ans, on va dire, il fallait qu'on fasse rentrer de la paille. Donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est tourné sur le broyat de bois, parce qu'on a du bois disponible ici. Donc voilà, c'était encore un peu plus d'autonomie au niveau de la ferme. Ça fait 2 ans, là, maintenant, qu'on utilise du broyat. Vu ce qui est arrivé depuis ces 2 dernières années où la paille est en train de devenir quelque chose de très cher, puisque là on en est sur plutôt aux alentours de 100 €, 120 € la tonne, que nous, combien qu'on passe, on passe quand même, on va dire, une grosse dizaine de tonnes de paille. Non, on a une grosse dizaine de tonnes de paille autoproduite et il nous en faudrait plutôt 15-20 tonnes. Ben là, voilà, 1 tonne, 100 € multiplié par 5 tonnes, ça fait déjà 500 €. Ben, à mettre en comparaison avec le broyeur qui est venu sur 1 heure et qui a pris 150 €. La paille est partie sur cette courbe-là, avec les histoires de... Il y en a un peu qui va dans les méthaniseurs. Les gens qui se les céréaliers qui se convertissaient en bio, avant ils vendaient la paille, maintenant qu'ils sont en bio, ils la réincorporent au sol, etc. Donc il y a beaucoup moins de disponibilité. Donc mathématiquement, voilà, la paille devient chère. Le bois, il provient de nos forêts. Essentiellement des résineux? Oui, pour l'instant essentiellement des résineux. C'était un peu la solution, un peu de facilité. Les résineux étaient là, avec une destination qui n'était pas établie, parce que c'est de l'épicéa, donc c'est pas un bon bois de charpente, c'est pas un très bon bois de chauffage non plus, donc finalement, ben voilà, c'est là qu'il était le plus pertinent dans l'utilisation. Là, on a dit que c'était du résineux, mais non, en fait, c'était des branches il d'abattage d'arbres, quoi. Il y avait un peu de feuillus aussi, ouais. Du coup, toutes les branches qu'on n'utilise pas, voilà. Qu'on ne brûle pas à la cheminée, ni à la chaudière, ni... Après, pour les gens qui font beaucoup de quantité, la contrainte, elle est peut-être un peu là, c'est que si on travaille qu'avec des branches qui sont récupérées de taille de haie ou pieds d'arbres, etc., quand on veut faire quand même un peu de volume, ça oui, il en faut. Rassembler beaucoup de branches, quoi. Du coup, on l'a mis après avoir fait une couche quand même de paillage, parce que avec notre griffe, du coup, comme on a un séchage en grange, ben on aurait un peu plus de mal à le prendre au moment où il faudrait curer la stabule. Ça serait moins consistant, ça se casserait, du coup on n'arriverait pas à le prendre avec les dents vachement écartées. Et là du coup ça permet de faire une couche déjà, une bonne base pour après mieux le prendre quoi, quand on va curer, c'est tout. La difficulté de concevoir une charte forestière comme celle-ci est que ça impacte des métiers très différents et nombreux, et que les intérêts de chacun ne sont pas toujours communs entre les différents acteurs de la forêt. Je cite par exemple le bois d'œuvre ne s'intéresse pas tellement à la forêt agent touristique qui permet un développement économique aussi. Le sciage des bois et le bûcheronnage n'ont pas une importance économique en termes d'employés aussi fort que d'autres secteurs comme le transport du bois de papeterie, etc. Alors Quercy Énergie, bien sûr, par son histoire et sa vocation primaire,
est intéressé par le bois sous sa forme utilisation énergétique, comme combustible. Traditionnellement, dans le Lot, 50% du chauffage individuel est fait au bois, avec encore une part très importante de bois bûche qui est difficilement estimable puisque ce n'est pas un marché officiel. Chacun va couper, récupérer son bois ou il est vendu directement comme la truffe et ne fait pas partie d'un marché facile à contrôler. Les formes récentes d'utilisation du bois dans des machines chaudières modernes avec un bon rendement, comme le bois déchiqueté ou le bois granulé, n'ont pas encore atteint une diffusion comparable à celle du bois bûche. Dans les obstacles à la bonne conduite des forêts, etc., il y a un problème financier quand même. En particulier pour le bois énergie. Le bois énergie, son principal concurrent, c'est le fioul. Or, localement, on n'a aucun poids sur l'évolution du prix du fioul. Actuellement, en ce moment, ces jours-ci, le fioul a bien baissé, il commence à remonter, mais chaque fois qu'il a baissé, il met un coût très important contre l'utilisation du bois déchiqueté et granulé. Moi, je pense que l'animation du public, la formation et la conscientisation des consommateurs de bois sous toutes ses formes est primordiale. Parce que on voit bien, les gens se plaignent, il n'y a plus de jouets en bois, il n'y a que des jouets en plastoc qui viennent de Chine. Et ben, on pourrait relancer. Il y a eu des exemples comme ça dans le Jura où l'industrie du jouet bois a pu redémarrer, même si actuellement elle n'est pas très en forme. Et à ce sujet-là, partout on peut faire la même chose. Des forêts bien gérées avec de la biodiversité, ça fait venir du tourisme. Et le tourisme, c'est aussi un impact économique. C'est pas que des bois qu'on abat et des branches mortes qui restent au sol. Et puis, la conscience des gens que l'évolution climatique est un enjeu important, ça joue aussi sur la forêt, une de nos meilleures ressources pour piéger le CO2, etc. Donc, et on arrive à la révolution néolithique, ici, moins 6000 ans, où l'homme chasseur-cueilleur décide de s'installer, invente l'agriculture, l'organisation de l'élevage, se fixe et défriche pour faire des maisons, pour installer des villages, pour installer de l'agriculture, et commence un grand cycle, enfin une grande période de réduction de la forêt. Bon, ce cycle nous amène à peu près jusqu'ici, donc on est vers 1820-1850, qui va marquer le minimum forestier. Alors les forestiers ont indiqué ici la création de l'école nationale des eaux et forêts et du code forestier pour dire peut-être qu'on a contribué à l'amélioration de la situation, certes, mais c'est surtout les progrès dans l'industrie avec l'arrivée du charbon de terre qui va remplacer le bois ou le charbon de bois dans le fonctionnement des industries, et puis les progrès de l'agriculture qui va pouvoir se développer sur moins de terre avec plus de rendement, qui font que la forêt a été épargnée ou la forêt s'est développée. Nous avons décidé de mettre en place un réseau départemental autour du rapport des hommes au végétal, aux plantes, aux arbres. Dans ce réseau, il y a évidemment le département qui est tête de réseau, puis des collectivités, des associations, beaucoup d'associations, des particuliers, des amateurs de plantes.
Et ensemble, nous décidons d'un programme annuel et nous organisons des conférences, des expositions parfois donc une journée d'études annuelle. Cette année sur le thème de l'arbre et la forêt. Et c'est ainsi que nous nous retrouvons à Figeac pour cette journée sur l'arbre et la forêt, co-organisée avec le service patrimoine du Grand Figeac et le PETR, la charte forestière notamment. Ce pourquoi aussi on le prend volontiers pour modèle, c'est que l'arbre se prémunit des excès, il a ce pouvoir de tempérance que j'ai évoqué tout à l'heure, cette capacité à infiltrer l'eau dans le sol, à atténuer les différences de température, à faciliter les conditions de vie. C'est un grand facilitateur du vivant, l'arbre. C'est pas pour rien que ce sont dans les forêts qu'on trouve le plus de biodiversité. La forêt devient un lieu d'attachement pour chacun de nous, c'est même un objet de passion, voire de conflit. Les émotions que suscitent les dégâts qui sont causés par des tempêtes, des sécheresses ou des incendies ou des abattages de grande ampleur qui sont relayés par les médias peuvent être aussi considérés comme des indices de cet attachement aux arbres qui déborde largement nos frontières aujourd'hui. L'idée, c'est d'apporter au public de la connaissance, des questions, de la réflexion sur qu'est-ce que c'est un arbre, qu'est-ce que c'est une forêt, comment il faut la gérer, comment il faut l'envisager dans notre rapport entre elle et nous, ou entre lui et nous s'agissant de l'arbre. Essayer de décrire ces relations aussi finement que possible pour réfléchir ensemble, connaître. Je crois que la connaissance est très importante. C'est pour ça que la biologie et les approches biologiques sont fascinantes, on l'a vu aujourd'hui. Et sans doute pour agir, effectivement, pour une meilleure gestion de nos forêts notamment.